Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être. Embarquez pour une aventure autour du monde en découvrant des destinations et cultures fascinantes tout en explorant le bien-être sous toutes ses formes. Que vous soyez enthousiaste à l'idée de voyager, curieux de nouvelles cultures ou passionné par le bien-être, la santé, les sports et même en quête de réflexion profonde, ce podcast est pour vous. Dans chaque épisode de ce double voyage, nos invités partageront un pays qui les a marqués, mais aussi une thématique spécifique, que ce soit leur passion ou tout simplement leur histoire. Vous pourrez ainsi non seulement vous évader, mais aussi repartir avec des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Une ode au voyage et à l'éveil. Philippe est professeur de yoga. Il a découvert cette pratique lors d'un voyage aux États-Unis. Initialement musicien, il a passé beaucoup de temps au Texas pour ses tournées. Philippe va vous livrer sa vision de cet immense État aux multiples visages, entre anecdotes surprenantes, rapports humains authentiques, clichés et différences culturelles marquantes. Derrière ces grands espaces et son côté Far West, le Texas cache une richesse insoupçonnée qui a profondément influencé la suite de son parcours. Préparez-vous à redécouvrir cet état autrement. Philippe va également nous parler du Yoga Nidra, cet état de conscience modifié qui permet de se rapprocher de soi-même. Véritable voyage intérieur, c'est un outil précieux pour vivre sa vie pleinement et se reconnecter à qui nous sommes vraiment. Facile et simple à mettre en place, vous découvrirez que cette pratique peut vous faire beaucoup de bien. Alors, prêt à embarquer ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Philippe, comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, très bien. Comme on était en train de dire, il fait super beau là où tu es à Toulon, j'aperçois le ciel bleu derrière, ça fait rêver en ce début d'automne. Tout à fait, c'est une bonne région pour profiter d'une météo clémente toute l'année. Ça, y a pas photo. Oui, parce que tu disais plus de 300 jours de soleil par an tout à l'heure, c'est ça ? Ça fait partie des villes les plus ensoleillées de France avec Aix-en-Provence, je crois. Mais bon, c'est pas très loin, hein. C'est 50 minutes Aix, donc c'est un peu le même caddie. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Comme je le dis souvent pour pas mal d'invités, ça faisait longtemps que je rêvais de te recevoir sur le podcast et ça s'était pas fait tout de suite. Je m'étais dit, bon, ben, quand le moment sera venu, ça sera le bon et on y est aujourd'hui, donc je suis vraiment super contente. Donc aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui pourraient sembler un petit peu à l'opposé, mais on va d'abord parler des États-Unis et particulièrement du Texas, puisque c'est là où tu as découvert en fait le yoga, il me semble que c'était en 2008. Et après, on va parler du Yoga Nidra, un yoga assez particulier que tu enseignes depuis un moment et puis tu es un petit peu la figure, je trouve, du Yoga Nidra en France. Donc j'ai hâte qu'on puisse rentrer dans ce sujet aussi. Donc avant qu'on rentre là-dedans, peut-être te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, d'où tu viens, ce que tu fais, ce qui te passionne dans la vie. Entendu, alors très simple. Déjà, initialement, bon, moi j'ai passé beaucoup de temps à faire de la musique dans mes plus jeunes années. Et c'est de cette manière que j'ai découvert les États-Unis et le Texas, puisque je jouais dans un groupe de rock qui s'appelait General Bye Bye. Et c'est vrai que pour trouver des dates, en réalité, ben, les États-Unis, c'est beaucoup plus simple qu'en France et même en Europe. Parce qu'en France et en Europe, il y a un réseau très établi de ce qu'on appelle les SMAC, les salles de musique actuelles, et c'est très compliqué d'y rentrer. On n'a pas une culture en France très orientée musique à l'origine, en tout cas en comparé aux États-Unis, où il y a évidemment beaucoup plus de lieux pour jouer, où c'est d'une certaine manière beaucoup plus facile d'être programmé. Alors on est généralement moins bien payé, mais c'est très relatif parce qu'aux États-Unis, ils sont encore beaucoup à acheter du merchandising, les t-shirts, les vinyles, etc. Ce qui était plus difficile à l'époque en France, puisque là, quand je te parle de ça, c'est vraiment effectivement entre 2009 et 2012 où j'ai passé pas mal de temps au Texas et où en fait j'ai fait plusieurs tournées aux États-Unis, donc de la côte est au sud et du sud à la côte ouest, c'est ce qui m'a permis de découvrir le pays un peu en long et en large. Et bon, la musique reste une passion assez marquée pour moi, hein. Même aujourd'hui, bon, bah, à 42 ans, je reprends des cours de piano, j'y vais 2 fois par semaine. C'est un peu justement ma soupape de sécurité avec ma situation de jeune papa avec 2 enfants. Et Dieu sait que c'est éprouvant, donc c'est un peu mon temps à moi. Et puis l'avantage du piano, c'est que quand on fait du piano, on peut pas vraiment faire autre chose, hein. C'est vraiment ça requiert beaucoup de concentration. Donc ça m'a beaucoup plu, donc la musique est vraiment au centre. Et puis bah, après, il y a donc les deux disciplines que j'enseigne depuis effectivement un certain nombre d'années, le Yin Yoga et le Yoga Nidra.
En tout cas le yoga nidra, je l'ai découvert lors de ma formation initiale 200 heures en hatha et en ashtanga en Inde, et le yin au Canada avec Bernie Clark à Vancouver. Donc je dirais que ma vie se partage vraiment, enfin au niveau passion, entre l'enseignement, la transmission du yoga et la musique. Et puis je rajouterais quand même aussi, d'une certaine manière aussi les enfants, parce que c'est une quête passionnante que d'éduquer des enfants. On parle souvent de responsabilité. Mais je pense qu'on oublie de dire que c'est une heureuse responsabilité que d'avoir la chance de pouvoir éduquer et former des humains, quoi. Et Dieu sait que c'est compliqué aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Et c'est vrai que le Texas, enfin si on oriente déjà le début du podcast là-dessus, moi le Texas j'ai trouvé ça assez fascinant parce que bon déjà c'est un État très très grand qui est assez immense. Et puis j'ai passé beaucoup de temps à Austin au Texas, qui est la capitale du Texas, hein, ce qui n'est pas toujours connu, parce que au Texas on connaît plus Houston, Dallas, San Antonio, qui semblent des villes plus grandes ou plus attractives, mais en réalité, bon, Austin, c'est très gros. C'est très connu pour South by Southwest, qui est un festival de musique indépendant très très important. C'est une capitale, je dirais, qui est assez originale parce que, bon, déjà, c'est une ville, oui, très originale, donc très orientée autour de la musique, des sports, parce que c'est une ville qui est basée sur des lacs, donc il y a beaucoup de sports d'eau. Bon, même chose, c'est une ville extrêmement ensoleillée. Bon, il fait chaud. C'est très proche du Mexique. C'est seulement à 4 heures, donc il y a, je dirais, un mélange des cultures américaines et mexicaines. C'est aussi un lieu très connu pour la nourriture. Donc il y a une vraie scène gastronomique avec d'ailleurs des compétitions très drôles organisées par le journal local qui s'appelle The Chronicles, où on peut être sur des compétitions. Par exemple, ça m'avait marqué, mais il y avait compétition de la meilleure poignée de main de restaurant, donc qui était Mais non. un restaurant très connu. Et dès qu'on arrivait, le patron nous claquait. Ça faisait même mal, hein, concrètement, c'était des high five très prononcés. Mais c'est un endroit assez fascinant parce que bon, on a une vision du Texas qui est très, je dirais, républicaine, conservatrice, enfin dure, quoi. Et puis avec aussi l'idée de la présence des armes. Et en fait, Austin est l'îlot démocratique, donc c'est un peu tout l'envers du décor, j'ai envie de dire, même si ça reste bien sûr les États-Unis sur le côté. Enfin, la particularité des États-Unis, je dirais, c'est quand même toujours ce fait que peu importe qui on est, tant qu'on est solvable et qu'on gagne de l'argent, c'est OK, quoi. Donc Austin est aussi très réputé pour le yoga, puisqu'il y a une énorme scène, il y a énormément de studios, et je pense que c'est pas un hasard que j'ai découvert ça. J'ai découvert la pratique là-bas, puisque bon, quand j'ai été là-bas, j'étais vraiment dans la musique et j'enseignais le français langue étrangère en société. C'est ce qui me permettait d'alterner des temps où je donnais des cours et d'autres où je faisais des tournées. Et c'est vrai que j'ai découvert le yoga par le biais de Maranda Pleasant, qui était quelqu'un d'assez influent et qui l'est toujours, hein, sur le côté yoga et lifestyle, puisqu'elle gère un certain nombre de magazines, dont un magazine assez connu qui s'appelle Origin and Mantra. Et c'est vrai qu'elle m'a embarqué, elle m'a dit, ah bah viens avec moi, je savais pas où on allait. Je me suis retrouvé dans un cours d'Ashtanga Yoga niveau intermédiaire. J'ai rien capté, mais l'état de fin en Shavasana m'a beaucoup marqué. Et c'est à partir de là que je suis rentré dedans. Mais le Texas, enfin, et Austin en particulier, m'a vraiment beaucoup plu parce que il y a un mode de vie qui est extrêmement agréable. On est beaucoup dehors, beaucoup de coffee shop, beaucoup de concerts, facile de bien manger. C'est très très beau aussi, très simplement, c'est bien de le rappeler. C'est très beau, il y a beaucoup de criques, beaucoup de piscines naturelles. Par exemple, en pleine ville, c'est très connu, mais il y a Barton Springs où on peut aller se baquer en pleine journée, en pleine ville, à prix modique, et c'est très beau, quoi. C'est une ville, oui, très colorée, très libre, et avec toujours, je dirais, ou quand même pour parler du petit bémol de l'Amérique, euh, ce qui est toujours, je dirais, séduisant, c'est que c'est très facile de rencontrer les gens, il y a quelque chose de très agréable au jour le jour, mais les références culturelles et notre manière de fonctionner, nous autres Européens, c'est quand même très différent. C'est difficile d'avoir de véritables amitiés, des rapports, je dirais, vraiment sincères et profonds, dans le sens où quand on est américain, finalement, on rencontre beaucoup plus de gens que nous, Européens, et qui s'attachent moins les uns aux autres, et qu'il n'y a pas non plus cette culture, enfin moins, je veux pas être radical, mais il y a beaucoup moins cette culture d'inviter les gens chez soi, de faire des repas. Il y a quelque chose de plus superficiel, hein, c'est quand même assez clair. Alors il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de choses, mais c'est pas forcément évident. Mais en revanche, bon voilà, sur la promulgation du yoga et la présence du yoga, à l'époque où j'y étais, en tout cas, c'était très marqué. Bon, moi, j'ai passé beaucoup de temps à faire, en fait, à faire des petits allers-retours, 3 mois là-bas, revenir en France un mois, retourner là-bas 3 mois, puisque j'avais pas de visa H1B pour le visa travail.
Donc j'y ai passé beaucoup de temps. Puis bon, il y a un moment, la vie a fait qu'il était préférable pour moi de rentrer en France. Mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié mon temps là-bas et je dirais que c'est un état ouais, assez fascinant parce que très marqué, hein. C'est sûr que Houston n'a rien à voir avec Austin. C'est par exemple une ville d'avocats, une ville d'affaires très grande, beaucoup plus dure. Dallas, qui même chose, a un côté pour le coup vraiment redneck, c'est particulier, hein. J'ai même visité le ranch de la série Dallas, c'était rigolo, c'était avec le groupe. Excellent. Et puis on a été dans des villages aussi, donc pareil, c'est quand même très marqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours ce côté. C'est à la fois un endroit où les gens peuvent être très cultivés, puisqu'il y a quand même une grosse université à Austin, avec une communauté coréenne, par exemple, très marquée. C'est très branché high-tech. Oui, voilà, nouvelles technologies, marketing, communication. Enfin, ils sont très forts là-dessus. Et je dirais qu'en tout cas, il y a eu un développement très, très rapide de la ville. Donc là, je sais que ça a quand même. C'était la ville où les Américains émigraient le plus parce qu'il y avait aussi beaucoup d'opportunités de travail. Enfin, il y a une santé économique du Texas qui est très forte. Il y a aussi un gros avantage d'y aller puisqu'il y a pas de, il y a un certain type de taxes qui ne sont pas présentes là-bas. Donc, quand on veut faire une entreprise, c'est quand même plutôt un bon endroit. Après, voilà, je pense que comme il y a eu une grosse émigration, la ville est peut-être un petit peu plus dense et plus difficile à vivre. J'avais aussi beaucoup apprécié, puisque quand même, pour avoir fait un gros tour aux États-Unis, moi, j'avais pas du tout ressenti la présence des armes là-bas. Contrairement à moi, où, pour donner un exemple, à Memphis, là, c'était vraiment chaud. On sentait que fallait pas faire le con. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus dur. Dans les restos, les bars et ce genre de choses, en fait? Bah, en tout cas, à Memphis, en pleine rue, il y a plein de quartiers où on se sent pas en sécurité. Là où à Austin, bon, hormis, il y a une petite partie de East Austin qui est un petit peu plus raide, mais bon, sinon, c'est quand même, c'est assez bisounoursland, hein. Il y a quand même quelque chose de très, très facile, très ouvert, et je dirais, c'est le charme des États-Unis, c'est qu'il y a une facilité, du simple fait que le mode de vie, on peut aller faire ses courses à 3 heures du matin, tout est toujours ouvert. Enfin, il y a tout est très, c'est très séduisant sur le papier. Après, voilà, moi, je m'y suis pas forcément retrouvé sur les rapports humains que je trouve plus complexes, ou en tout cas sur le rapport, par exemple, bah, en tout cas entre hommes et femmes, et puis le. Ah oui? Oui, oui, bah, c'est-à-dire que, enfin, par exemple, on est quand même, nous, Français, on a un héritage très fort. De la philosophie des Lumières, d'un certain sens de l'érotisme, de la Mm. séduction, c'est complètement absent là-bas, quoi. Mm. Il y a les trois dates, on rencontre les gens, il y a un peu une sorte d'étude de CV, c'est un peu malaisant pour qui n'est pas de là-bas. Et puis je dirais, ce qui est toujours difficile finalement à l'étranger, on a beau parfaitement parler la langue, bon, moi je suis très à l'aise en anglais, il n'y avait pas vraiment de problème, mais quand on n'a pas les références culturelles ou l'humour, ou qu'on n'a pas finalement grandi, été éduqué dans le système éducatif américain, bon, bah c'est quand même difficile. Après, dans les nombreux Français que j'ai rencontrés aux États-Unis, bon, bah, il y a ce côté, la grande liberté américaine, notamment sur les initiatives qu'on peut avoir, qui est très agréable, mais après, je pense qu'il y a quand même un sentiment de nostalgie ou de solitude à un moment qui s'installe parce qu'on n'a pas les codes, quoi. On peut le bosser longtemps, mais on n'a pas les codes. Et je pense que finalement, souvent, les personnes qui émigrent aux États-Unis ou ailleurs, il y a quand même un sens de, je dirais, souvent, hein, de rejet de la France ou du système français, et notamment, je pense à l'administration, hein, parce que quand même, clairement, faut se le dire, c'est quand même très complexe et très pénible en France, là où aux États-Unis, c'est extrêmement simple. Donc, même pour des choses très simples, hein, même ouvrir un compte en banque, c'est simple comme bonjour, tout est facilité, quoi. On est dans une logique de pouvoir faire ce dont on a envie de faire. Alors, pas toujours d'ailleurs pour les bonnes choses. Moi, j'avais coutume de dire, alors ça a peut-être évolué, mais le gros avantage des Américains, c'est comme l'histoire du pays est jeune, ils ont tendance à agir et réfléchir après. Là où nous autres Européens, comme on a plein de références ou de repères qui peuvent nous indiquer de ne pas faire quelque chose, on a tendance à être beaucoup plus dans la réflexion, à être trop parfois cérébral. Et je dirais c'est une des différences assez fréquentes, hein. C'est qu'il y a quand même une culture du corps ou une image de ce que c'est que la spiritualité qui est beaucoup plus accessible dans les pays anglo-saxons, hein. Je mets tout dedans, mais Angleterre, Australie, Mm. Irlande, Canada, États-Unis, où il y a finalement une disponibilité pour ça qui est plus forte. Là où, d'une certaine manière, et je le constate dans mes formations aussi beaucoup, hein, on reste dans une mentalité en France très basée sur la société de Descartes, je ne crois que ce que je vois, etc., quoi. Donc il y a une vraie difficulté sur la notion même de lâcher prise, hein. C'est en tout cas moi ce qui m'a beaucoup plu aux États-Unis. Puis ouais, je reviendrai sur ce que je viens de dire, mais je trouve toujours aussi c'est un pays extrêmement beau. En fait, il y a vraiment des endroits fascinants en termes de nature, comme les espaces sont très grands. Il y a quelque chose
ouais, de vraiment dépaysant, inspirant. Là, j'étais en famille il y a quelques jours à Roussillon, là, dans le Sentier des Ocres, donc par exemple, qui est très joli en France, qui est tout petit. Bon, bah, il y a l'équivalent aux États-Unis en très grand dans le Colorado, qui s'appelle, je crois que c'est The Garden of God ou Goddess Garden, je me rappelle plus, mais où c'est un peu l'équivalent, mais sur des kilomètres et des kilomètres à perte de vue. Enfin, c'est magique. Si on prend les parcs nationaux, le Yosemite Park, etc., ou au Texas, donc Bee Cave ou des endroits comme ça, c'est vraiment très fort, quoi. Et là, tu viens de dire plein de choses où ça me fait penser à plein de questions du coup, mais le point sur lequel j'aimerais bien rebondir en premier, c'est d'abord la taille du Texas, parce que déjà peut-être pour resituer un petit peu pour les gens par rapport aux États-Unis, donc c'est entouré de la Louisiane, de l'Arkansas, Oklahoma, Nouveau-Mexique et la frontière avec le Mexique. Et en fait, par rapport à la taille du Texas, c'est plus grand que la France. Donc tu parlais tout à l'heure de diversité par rapport au paysage et la géographie du Texas présente vraiment plein de paysages divers, pardon. On va avoir les montagnes à l'ouest, des prairies, des plaines au centre, des côtes et des forêts au sud-ouest, beaucoup de parcs nationaux. Et il y a bien évidemment aussi les principaux fleuves avec le Rio Grande. Et le climat va varier entre désertique à l'ouest et subtropical à l'est. Parce que pour ma part, je suis allée qu'une fois au Texas, et c'était juste pour voir des amis à mes parents, c'était du côté d'Austin justement. Et moi, je sais pas, j'avais ce cliché un peu de me dire, je vais arriver au Texas, ça va être les petits bars avec les cow-boys, avec le rouleau de paille, avec un coup de vent. Et en fait, non, j'ai trouvé une ville hyper moderne et comme tu disais tout à l'heure, ce côté peut-être plus démocratique, c'est vrai que j'avais pas fait le lien, où j'ai pas ressenti ce côté, voilà, on est au Texas, l'Amérique profonde, mais voilà, vu que c'est grand comme la France, forcément, il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Oui, bah en fait, pour donner une petite dimension géographique, quand on est à Austin et qu'on veut sortir du Texas par le nord, c'est 1000 kilomètres. Donc ça prend du temps. Mais évidemment, hein, les saloons avec les bottes de paille existent aussi, hein. Il y a, je pense à Fredericksburg, par exemple, qui est une petite ville à 1h45 de Austin. Bon, c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment des coins paumés, perdus dans ce style-là. Mais effectivement, le Texas, c'est vraiment un alliage entre modernité et Amérique profonde, très clairement. Mais c'est sûr qu'Austin représente plutôt le côté moderne, jeune. Et à nouveau, de par quand même la grande prégnance de l'université, hein. L'université du Texas, c'est quand même une très grosse université où beaucoup d'Américains peuvent aller là-bas. Il y a quand même certaines spécialisations, notamment d'ailleurs en musique. Donc ils sont quand même, je dirais, ils sont, alors, je ne sais pas si on peut le dire aujourd'hui, mais ils sont quand même à l'avant-garde. On comparait beaucoup Austin avec Portland en Oregon à une certaine époque parce qu'ils ont le même motto, puisque le motto de la ville, c'est Keep Austin Weird, donc de garder Austin étrange, puisque à nouveau, J'adore. quel point c'est un endroit quand même assez spécifique, hein, sur beaucoup de points. Mais oui, oui, c'est quand même un endroit, c'est un endroit particulier. C'est un petit peu comme quand on va à New York. Bon, bah, New York n'est clairement pas l'Amérique, quoi. C'est un melting pot d'un peu tout, mais il y a des endroits aux États-Unis qui sont vraiment très, très différents. Et j'ai eu cette chance et l'avantage, en faisant des tournées, puisqu'on jouait quasiment tous les soirs ou tous les 2 jours, de découvrir assez succinctement certaines villes. Mais c'est sûr que, par exemple, New Orleans, en Louisiane, c'est complètement fascinant. Ça n'a rien à voir avec Austin ou New York ou Washington. Par exemple, Washington DC, c'est très européen. Mhm. Il y a bah d'ailleurs, la côte est et la côte ouest, franchement, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Le centre n'a rien à voir non plus. Même chose au niveau du climat, ça peut quand même vraiment être glacial et difficile. Je me rappelle d'une date à Kansas City et Saint Louis où je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie, quoi. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur et en même temps, c'est ce qui est charmant et c'est d'ailleurs le point commun avec la France, hein, c'est que on a la chance en France sur un périmètre réduit d'avoir une variété de paysages incroyables et à nouveau, je peux en profiter au jour d'aujourd'hui et toujours avec les. Finalement, ce que j'ai fait moi quand j'ai commencé à faire du yoga, c'est adapter le système des tournées en musique, de couvrir un certain nombre de villes sur le vendredi, samedi, dimanche et de faire un peu des axes SNCF, hein. J'ai beaucoup fait Avignon, Nîmes, Montpellier, Toulouse, Pau, Perpignan, Vannes, Rennes, Nantes, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est impressionnant comme bah, ça n'a rien à voir, hein. Il est bien évident que de vivre à Strasbourg n'a rien à voir avec vivre à Marseille et que ça n'a rien à voir que de vivre à Nantes, quoi. C'est vraiment c'est la France, hein, bien évidemment, mais ce sont des cultures, des manières de parler, des repas, des climats, des choses qui sont complètement différents et dont je m'inspire évidemment au niveau de la pratique du Yoga Nidra, puisque il s'agit d'intégrer tous ces éléments dans la pratique, quoi. Et justement, en parlant de mixité de culture, est-ce que tu as ressenti l'influence de la proximité avec le Mexique, de la culture mexicaine, ou tu sentais vraiment le melting pot plutôt?
Oui, oui, non, c'est très marqué puisque même au niveau, je dirais, au niveau architectural et artistique, il y a une prégnance très forte du Mexique. Même au niveau de la nourriture, hein, je veux dire, clairement, il y a beaucoup de restaurants mexicains ou Tex-Mex, et puis beaucoup de Mexicains à Austin, hein. En l'occurrence, il y en a vraiment beaucoup. Tout le monde parle espagnol quasiment, donc c'est quand même très, très marqué. Puis la culture mexicaine, il faut pas oublier que c'est une culture aussi très croyante, très catholique. Donc il y a beaucoup d'églises, beaucoup de fêtes, beaucoup d'enfants. Enfin, c'est ce qui était aussi appréciable, je trouve, aux États-Unis. C'est le fait d'avoir beaucoup d'enfants présents en fin de journée, un petit peu comme dans les cultures justement espagnoles, portugaises, italiennes. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup quand je voyage dans ces pays-là, c'est le fait qu'il y ait des enfants le soir. En France, on n'a pas ça. Bon, après, on peut comparer avec autre chose, avec l'Irlande, par exemple, qui est un pays que j'ai beaucoup aimé sur le côté complètement mélangé. On va dans un pub, il y a les grands-parents, les petits-enfants, les parents, et il y a quelque chose que je trouve très sain, c'est-à-dire que la société est moins cloisonnée. Ouais, je vois. Et c'est important aussi que peut-être de mentionner par rapport à, tu disais tout à l'heure que les États-Unis c'est quand même assez récent dans leur histoire, et le Texas en l'occurrence c'est un ancien territoire espagnol puis mexicain, parce que le Texas est devenu indépendant seulement en 1836, donc c'est relativement très récent, et ça a rejoint les États-Unis en 1845, après il y a eu la guerre de sécession aux côtés des États confédérés, et en fait voilà c'est au XXe siècle que avec la découverte du pétrole, ça a rapidement modifié l'économie de l'État, parce que quand tu parlais tout à l'heure des universités, du fait que voilà, ça attire énormément de gens, en fait, le Texas, c'est tellement puissant sur un point de vue économique que ça pourrait se classer parmi les plus grandes économies du monde si c'était un pays à part. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est vrai qu'on oublie un peu, c'est vrai, on a tendance à se dire, bon, ben, les États-Unis, c'est un pays en soi, et non, clairement, pour cet épisode de podcast, j'allais pas dire, bon, on va parler de Nidra et des États-Unis. Non, on va vraiment parler du Texas parce que c'est vraiment quelque chose d'à part entière avec cette économie qui est hyper forte et hyper présente, quoi. Oui, je sais plus, à l'époque où j'y étais, il me semble que c'était même la troisième économie du pays, hein. Mm. C'était vraiment important parce que effectivement, entre les gisements de pétrole, la tech qui est vraiment très très développée, hein, c'est un peu alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais c'est presque un peu la deuxième Silicon Valley, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Il y a le siège social de Dell là-bas. Voilà, il y a beaucoup de sièges sociaux parce que donc il n'y a pas de taxes. C'est aussi quand même un état de grandes figures américaines du sport. Je pense à Lance Armstrong pour le cyclisme, à Andy Roddick pour le tennis. Euh, c'est un état où un peu à ciel ouvert où on peut être quasiment tout le temps dehors. Et c'est un petit peu ce qui peut parfois être perturbant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de saison. C'est-à-dire qu'en plein mois de décembre, il peut faire 20 degrés, hein. Donc c'est vrai qu'il fait. Ah ouais. Oui, oui, les saisons sont très peu marquées. Je dirais que l'hiver ne dure que 2 semaines, quoi. Et quand je dis l'hiver, il fait aller entre 5 et 10 degrés à tout casser. Mais donc c'est quand même un état où on est beaucoup dehors, beaucoup de sport et où les gens, oui, c'est quand même assez flagrant. Il y a quand même, les gens sont très riches. Mm. Et je viens de retrouver le fun fact que j'avais. En fait, si le Texas était indépendant, ça serait la neuvième économie mondiale devant le Canada et la Corée du Sud. Enfin, c'est juste hallucinant. Ouais, non, c'est assez dingue. Mais ça se voit à nouveau, hein, sur les voitures que les gens ont, la manière dont les gens sont habillés. C'est aussi ce qui explicite, à nouveau, c'est pour ça que c'est des contrastes très forts. Il y a à la fois des gens extrêmement éduqués comme des gens pas du tout éduqués. Ça, c'est assez clair. Oui, Le système scolaire américain étant ce qu'il est. Puis bon, quand on parle d'Amérique, on peut pas faire l'économie de parler du système de santé qui est ce qui fait souvent ce pourquoi on s'en va. C'est que aux États-Unis, on peut gagner d'une certaine manière beaucoup plus d'argent, sauf que ça coûte tellement plus cher d'y être, notamment sur le plan de la santé. Si on a le moindre pépin, c'est quand même un vrai problème. complètement. Enfin, pour avoir un ami qui est encore là-bas, qui est photographe et enfin, qui est plus âgé que moi et qui s'était un peu posé la question là-dessus, donc lui est resté, mais c'est quand même un vrai point qui peut être une source de stress au quotidien réel. C'est pas juste des mots, quoi. C'est très concret. Les mutuelles coûtent extrêmement cher et couvrent extrêmement mal. Donc c'est quand même un point de complication fort pour rester aux États-Unis. Je pense notamment justement si on souhaite fonder une famille, c'est quand même pas génial. Même chose pour le système scolaire qui est extrêmement onéreux et qui est pas forcément d'une très bonne qualité. Bah, rien que par exemple, c'est toujours comique, hein, mais quand on voit ce que mangent les enfants à la cantine, c'est quand même très flippant, hein. C'est quand même à base de burgers et de paquets de chips. Alors à nouveau, hein, j'aime bien ça, c'est pas le problème, mais c'est pas forcément très séduisant. Et je pense aujourd'hui, même chose, hein, on parlait des armes, mais quand on voit le nombre de tueries qui existent aux États-Unis,
bon, c'est quand même un vrai problème de société et qu'on n'a pas en Europe. Enfin, je veux dire, on peut se raconter ce qu'on veut. Mm. Un confort de vie en Europe, et notamment dans certains pays, hein, je pense en Scandinavie ou en Suisse, qui est inégalable avec les sources de stress en tâche de fond qui peuvent exister aux États-Unis. Complètement, et tu vois, tu dis ça, ça me fait penser, moi en fait quand j'avais 13 ans, j'ai vécu 1 an en Californie, et on avait effectivement, vu qu'on était en Californie et que pendant une époque, le gros tremblement de terre, The Big One en Californie, tout le monde parlait de ça et tout le monde se préparait, en cas qu'un jour il y a un tremblement de terre en Californie, donc on avait des entraînements à l'école pour apprendre à se cacher sous les tables si jamais il y avait un tremblement de terre, mais on avait aussi des entraînements si jamais quelqu'un rentrait armé dans l'école. Et moi, la première fois que j'ai eu ça, j'avais 13 ans, j'étais à comment ça quelqu'un peut rentrer armé dans l'école. Enfin, et il y a vraiment tout un training de pas être derrière les fenêtres, aller barricader les portes et tout ça. Enfin, je me rappelle que sur le coup, ça m'avait fait un peu flipper de me dire, ah oui, c'est vrai, on est aux États-Unis. Il y a ça aussi, même si en Californie, les armes sont, c'est pas du tout le même débat, mais ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure où tu l'as senti dans certaines villes du Texas. Après, ce qui est intéressant pour avoir passé du temps avec des Texans notamment, c'est de remettre aussi le contexte que pour les Américains, l'usage des armes, il y a vraiment beaucoup cette culture de la chasse. Il y a quand même vraiment cette idée de cette liberté d'aller chasser, de pouvoir survivre. Enfin, c'est là où on se rend compte que c'est quand même un territoire conquis, où il y a effectivement des luttes de pouvoir, d'influence et où il y a cette histoire et ce background autour de la chasse. Donc c'est vrai il y a une notion des armes à feu qui est pas seulement se défendre ou qui est pas forcément que évidemment sur tuer, c'est pas le projet de la société, mais enfin, en tout cas, j'ai rencontré des Texans qui étaient très attachés à cette idée de pouvoir aller chasser un week-end, aller tuer des sangliers ou que sais-je, et d'être dans l'idée de pouvoir les dépecer, les manger, être dans quelque chose de finalement très familial, en fait. Mais puis de la culture aussi, de la belle arme, etc. Et après, voilà, c'est toujours un problème de législation, mais on n'est pas du tout. En fait, c'est ça qui est bon à rappeler, hein. On peut absolument pas comparer l'Europe et les États-Unis. C'est pas du tout la même histoire, pas du tout la même culture, pas du tout les mêmes références. Donc évidemment, souvent on est un peu, enfin il me semble, en Europe, on peut parfois avoir une position un peu de donneur de leçons qui est pas très bienvenue parce qu'on peut vraiment pas comparer. On n'est pas les mêmes typologies de gens, de cultures, de paysages, de dangers. Même chose si on parle de danger, on se rend bien compte comment la nature n'est pas notre ami là-bas, quoi. C'est quand même, il y a un côté grandiose, mais aussi qui peut être dangereux. En l'occurrence, par exemple, c'est vrai qu'au Texas, il y a quand même pas mal de serpents, il y a pas mal de bêtes, et c'est rigolo d'ailleurs à Austin. Alors ça, c'est pas une bête dangereuse, mais qui est très locale. On peut très bien se retrouver dans la rue, avoir un armadillo ou un opossum en train de faire les poubelles en sortant d'un concert, quoi. Mais non. Si, c'était pas rare du tout, quoi. Donc c'est vrai il y a quand même une dimension assez marquée à nouveau sur la nature qui est grandiose, mais qui peut être dangereuse et qui du coup est dans une forme de justification d'avoir des armes. Oui. Et la nature, ça me fait penser du coup à, j'aime bien parler de temps en temps, faune et flore pour les pays qu'on aborde. Donc là, tu en mentionnais certains. Dans mes recherches, j'ai vu que c'était assez riche de cerfs, de pumas, d'alligators, de coyotes, qu'il y avait beaucoup d'oiseaux. Donc tu as senti cette faune assez présente au Texas? C'est indubitable. Clairement, il y a une faune et une flore, et c'est ce qui est très beau, hein, euh, qui fait que on se sent vraiment voyager aussi parce que c'est très différent de chez nous. Alors, il y a bien sûr les cactus, hein. Encore que j'en ai plus vu en Californie ou en Arizona. J'en ai beaucoup vu qu'au Texas, mais oui, il y a une faune et une flore incroyables, hein. Alors, des coyotes, j'en ai pas spécialement vu, mais oui, niveau faune et flore, il y a vraiment de quoi faire. J'avais bien envie aussi de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux rapports qui sont assez différents des rapports entre Français et entre Américains, même si, voilà, comme tu le disais, il n'y a pas de supériorité ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui m'avait beaucoup marqué aussi quand j'ai vécu là-bas, parce que j'y suis retournée après plus tard quand j'étais plus grande pour y travailler, c'est ce côté où quand on rencontre certains Américains, on a l'impression dans les premières heures que ça y est, on est les meilleurs amis du monde, qu'on va se retrouver à faire plein de choses avec eux, que on est vraiment en train de créer un lien, et puis on les croise une semaine après, et c'est comme si on ne les avait jamais rencontrés. Et il faut apprendre, je trouve, à naviguer un petit peu ces montagnes russes de on est meilleurs amis, mais en fait, on se rend compte que c'est pas si profond que ça, quoi. C'est une des difficultés qu'on peut éprouver aux États-Unis, hein. C'est vrai, je dirais, dans quasiment tous les États. C'est encore plus marqué dans les États de l'Est ou à New York. Mais oui, la manière dont on se relie avec les gens aiment bien passer du bon temps. Ça peut très bien se passer, on peut se sentir très proche, mais en fait, je dirais qu'à nouveau, c'est là où
Enfin, de ce point de vue-là, on est quand même un peu similaire à eux. Je pense que les grandes amitiés ou les choses solides sont quand même basées sur les temps sociaux de l'école, l'université, les associations sportives, les endroits où il y a vraiment de l'histoire et de l'historique. Parce que c'est là où ils sont très bons, hein. Les Américains, ils sont très dans le storytelling, dans la représentation, etc., etc. Mais pour tisser des liens forts, pour tisser du vrai, bah, faut du temps. Et ça, pour le coup, c'est vrai pour n'importe quelle relation, que ce soit une relation amicale, amoureuse. C'est un peu la différence. Enfin, je saute je passe du coq à l'âne, mais c'est un petit peu la différence entre les gens qui aiment l'amour, qui aiment être amoureux, et ceux qui aiment vraiment quelqu'un, quoi. C'est-à-dire, ça se construit, hein. C'est pas évident, et je dirais que aimer quelqu'un, c'est finalement faire le choix d'aimer cette personne, même quand elle n'est pas aimable. Et ça implique une dimension de travail, et ça implique une dimension de patience, etc. Aux États-Unis, on n'est pas là-dessus. On est sur effectivement sur quelque chose de beaucoup plus superficiel d'une certaine manière dans le rapport. C'est-à-dire que le but du jeu, finalement, c'est presque de passer du bon temps plutôt que de se rapprocher, de se raconter. On n'est pas sur quelque chose. Alors, c'est peut-être un peu péjoratif de dire ça, mais c'est comme si beaucoup d'Américains, pour moi, sont très unidimensionnels, là où nous autres Européens, on est beaucoup plus complexes, beaucoup plus multidimensionnels, avec beaucoup plus de référentiels et de choses qui font qu'on va être plus sujet à certaines émotions. Mais à nouveau, ça vient de comment on est éduqué. La littérature, les exemples que l'on a, il est bien évident que les Américains sont pas éduqués sur la base de la Grèce antique, des mythes qui expliquent le monde, de Victor Hugo, de Jean-Jacques Rousseau et compagnie, quoi. On n'est pas du tout sur les mêmes référentiels. D'une certaine manière, l'Américain, il est éduqué, bon, bah, sur la géographie de l'Amérique, l'histoire de l'Amérique, l'aventure, l'action, résoudre des choses, là où nous, on est quand même beaucoup plus sur des réflexions. Donc ça n'a rien à voir. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé mes amis américains, mais bon, en l'occurrence, par exemple, c'est très difficile de maintenir le contact avec eux à distance. Oui. Ils sont beaucoup plus dans l'immédiateté des choses, etc. C'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Et c'est ce qui peut être souvent frustrant pour nous autres Européens. Ouais. Mais on apprend à faire avec et à tirer de ces enseignements où il va y avoir peut-être aussi, tu vois, je pense à quand je disais, quand on les rencontre, c'est tout de suite nos meilleurs amis. Enfin, ils vont tout de suite penser à, ok, qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce que tu peux m'apporter. Et par contre, je trouve que sur ce côté, on va s'entraider, on va trouver des solutions, ça, je l'ai quand même beaucoup ressenti aussi, quoi. Oui, oui, il y a quelque chose qui est, voilà, c'est paradoxal. Il y a beaucoup plus d'entraide, beaucoup plus de liens, et en même temps, les liens ne sont pas forcément fort ou maintenu, mais c'est à nouveau une bonne analogie, le fait qu'ils soient pas dans cette idée de vous inviter chez vous, enfin chez eux, de faire des repas, ils sont pas dans l'intimité est compliquée. Je pense qu'on est beaucoup plus à risque quand on est américain de se dévoiler que en tant qu'Européen. Plus, c'est une facilité, une éducation à ça. Ça me semble assez marqué. Et c'est d'autant plus marqué aujourd'hui, bon là ça nous concerne tous, mais notamment enfin, les plus jeunes maintenant, sur la difficulté à se rencontrer, à accepter l'altérité, à prendre des risques. Maintenant on est quand même très derrière les écrans et à pas se mettre en danger. L'identité est plus fragile, hein. Il y a plus les mêmes, je dirais, les mêmes rituels, le premier râteau, le premier risque de dire à quelqu'un qu'on l'aime, le risque aussi, même chose. Alors, ce qui, à nouveau, enfin, puisqu'on parle de ça, un truc qui est très agréable aux États-Unis, c'est qu'en tout cas, l'échec fait partie de la vie, notamment professionnelle, donc c'est beaucoup plus facile de rebondir, là où en France, ça peut être beaucoup plus mal vécu, où il n'y a pas du tout cette idée de présentéisme, hein. Si on a fini de travailler à 3 heures, on se casse à 3 heures, hein, il n'y a pas de problème. Et à la rigueur, au contraire, la liberté de pouvoir aller faire un tour de paddle à 4 heures sur le Lake Travis, c'est bien, quoi. De cool, pas comme quelque chose de oh là là, il est parti à 15 heures, mais qu'est-ce qu'il fait? T'as posé ton après-midi. Tout la même chose, quoi. Donc, c'est sûr que bon, moi, les États-Unis m'ont beaucoup aidé, en tout cas, sur mon parcours pour créer l'UEGA Pop Bordeaux et mon parcours de formateur, parce qu'il y a quelque chose de très décomplexé par rapport à l'argent, et on le voit comme une énergie et quelque chose de positif, là où en France, il y a quand même un rapport suspicieux à l'argent et combien on gagne et pourquoi. Là-bas, bah, on estime que si tu gagnes bien ta vie, c'est que tu l'as mérité, et ou que si tu es bien placé et que tu as des circonstances favorables, bah, tant mieux pour toi, quoi. Je te rejoins à fond et ça fait une bonne transition du coup pour le yoga et je trouve ça intéressant de voir que tu as fait ce voyage avant de vraiment découvrir le yoga, de te lancer avec ces studios à Bordeaux, avec ces formations. Donc je comprends un petit peu mieux voilà, le rôle que le Texas a joué dans ton histoire au final. Donc maintenant, si on parle du yoga nidra, donc c'est un
un vaste sujet, il y a énormément de choses à couvrir, je ne sais pas si on aura le temps de tout balayer, mais est-ce que tu peux nous expliquer donc, comment tu es rentré dans cette pratique du yoga nidra? Et donc je vais te poser des questions sur cette pratique, mais peut-être l'expliquer en quelques phrases pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout. Alors, beaucoup de choses sont dites et écrites sur le Yoga Nidra qui sont erronées. Enfin, je suis désolé de commencer par là, mais bon, tant pis. Le Yoga Nidra, c'est avant tout un état de conscience modifié. Donc déjà, ça dit beaucoup de choses parce que ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on est. Donc, ce n'est pas une pratique que l'on fait, c'est un état. Donc, c'est un état de conscience modifié qui peut se rapprocher en tout cas pour le grand public, de certains états qu'on peut rencontrer en hypnose ou en sophro, mais à la différence que les inductions hypnotiques sont très marquées en Yoga Nidra et qu'on est beaucoup plus libre. Et c'est, je dirais, un des charmes de cette pratique où il n'y a rien à réussir. Alors, j'emploierai le terme de pratique par convention sociale, hein, mais on pourrait remplacer par état. Ce qui est très fort et très intéressant en Yoga Nidra, c'est qu'on peut vraiment se rapprocher de qui l'on est et de certaines sensations très spécifiques, corporelles et mentales, sans effort. Je dirais que l'originalité absolue de cette pratique, c'est qu'elle ne requiert absolument aucun effort, que ça n'est pas de la concentration, mais bien de l'observation, et que c'est quelque chose qui est accessible à tous, même pour les plus résistants. Alors pour les plus résistants, ça demande un entraînement, mais d'une certaine manière, comme le principe n'est pas d'avoir à deviner ce qui est dit, mais d'y avoir été suffisamment exposé pour rentrer dans l'état, c'est pas un problème. Donc la pratique du yoga nidra est répétitive, elle se veut répétitive, et d'ailleurs il y a un propos que je tiens et qui est important pour moi, c'est que la répétition c'est bien. C'est pas ennuyeux. La répétition, c'est bien. Le corps humain fonctionne par répétition. Nos journées sont répétitives. On se lève, on mange, on fait pipi, on fait caca, on dort, on rêve, on rencontre des gens. Enfin, on fait toujours la même chose. Mais on peut y trouver une grande liberté et trouver des choses intéressantes là-dedans. Mais en gros, voilà, le Yoga Nidra est une pratique issue de l'hindouisme, mais qui en réalité aujourd'hui est très vivante plutôt de manière contemporaine. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une pratique hybride parce que son développement est plutôt occidental que indien. Mais en quelques mots, voilà, c'est une pratique qui se fait sans effort, donc qui peut être faite allongée, assis, dans une posture confortable, quelle qu'elle soit. Alors souvent, on emploie la posture de Shavasana, mais en réalité, c'est pas la meilleure posture, puisque pour beaucoup de gens, ça peut générer des maux de dos ou des difficultés à tenir. Et elle tient donc sur le seul sens de l'ouïe, puisqu'il s'agit de garder le contact avec la voix. Alors je dis bien avec la voix, le son de la voix et non les mots, puisque les mots ont beaucoup moins d'importance que ce que l'on croit. Et c'est ce qui va nous permettre de réaliser une forme de voyage. Je dirais que les deux manières simples de parler du Yoga Nidra, c'est de dire, un, que c'est un état de conscience modifié qui nous permet de nous rapprocher de nous-mêmes, et deux, qui est un voyage à travers les ondes cérébrales et à travers les différents corps que l'on pense euh, tels qu'on les pense en yoga, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il me tardait tellement d'aborder ce sujet parce que Good Visa, c'est à la fois le voyage pour découvrir le monde, mais aussi ce voyage intérieur. Donc quand j'ai creusé un petit peu plus sur le yoga nidra, je me suis dit, bon, bah là, on est en plein sur ce fameux voyage intérieur. Et c'est vrai que peut-être que certaines personnes se disent, bon, bah yoga nidra, je vais me retrouver à faire des postures. Donc on clarifie tout de suite, en fait, comme tu le disais, on ne fait rien en yoga nidra, en fait. Ça n'exclut pas qu'on puisse préparer un petit peu les corps si besoin est, mais de manière générale, c'est pas nécessaire, hein. Et donc toi, comment tu as découvert cette pratique? Alors, j'ai découvert cette pratique, comme je le disais, très simplement lors de ma formation initiale en Hatha Ashtanga en Inde, à Rishikesh. Et ça m'a énormément marqué parce que l'état d'être dans lequel je me suis retrouvé était totalement inédit. J'avais jamais ressenti ça. Et comme on a démarré direct avec une pratique spécifique qui s'appelle Antarmuna, qui consiste à se relier à ses pensées les plus positives et ses pensées les plus négatives. Et ça a été très drôle pour moi parce que les pensées les plus positives, j'avais une petite voix qui me disait, oui, enfin bon, c'est pas si dingue non plus. C'est pas si génial. Et inversement, les pensées négatives, c'était oh, t'es un peu une chochotte, Philippe, quand même, faut pas exagérer, c'était pas si pire ce qui t'est arrivé. Enfin, pardonne mon langage, hein, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais en tout cas, il y avait une forme d'équanimité, de tranquillité, de paix que je n'avais jamais rencontrée. Et c'est vrai que ça m'a tellement marqué que bon bah on en a eu un certain nombre de sessions. J'ai gardé un lien avec l'enseignant qui nous l'a donné. J'ai continué un peu avec lui en ligne, ce qui n'est pas du tout ma manière de faire, puisque bon moi je n'enseigne rien en ligne, je n'y crois pas du tout. C'est pas ce que j'appelle de l'enseignement. Et ça m'a beaucoup marqué, beaucoup plu. Puis donc après, je me suis tout de suite intéressé à ça et j'ai approfondi tout ça avec Uma Dinsmore-Tuli, qui est, bah, je dirais, la grande enseignante du Yoga Nidra, qui est une source infinie de connaissances et ouais, qui est vraiment, il n'y a pas mieux qu'elle, hein, dans le domaine. Après, c'est une pratique qui m'a beaucoup plu parce qu'elle laisse beaucoup d'espace et elle m'a permis de maintenir une pratique musicale. Puisque, en gros, quand je me suis lancé en bonne et due forme dans le yoga, j'ai quand même très clairement lâché la musique et l'idée d'en vivre, puisque c'était très difficile et stressant.
Et c'est une pratique qui me permet souvent de jouer de musique, enfin d'instruments intuitifs dans les sessions que je donne, et qui effectivement est vraiment une ode au voyage et à se relier à soi. Et bon, ayant traversé des trucs pas très rigolos, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup aidé pour, je dirais, pas comprendre, mais ressentir pleinement ce que j'avais à ressentir et à mieux vivre ce que j'avais à traverser. Donc ça m'a beaucoup plu. Puis, bah, quand tu disais, je suis une référence dans le domaine, moi, ça me fait toujours rire parce que des gens, parfois, ils me disent, ah là là, mais Philippe Bergabel, il est connu. C'est tellement un truc de niche, je suis connu de personne en vrai, hein. C'est juste que la différence, s'il y a une qualité, c'est que je pense avoir de vraies qualités pédagogiques dans le sens où j'ai enseigné le français langue étrangère avant et que moi, ce qui me passionne, c'est la pédagogie, c'est pas de me faire mousser ou de savoir si je suis connu ou pas, je m'en carre. J'ai d'autres problèmes dans la vie à gérer, notamment mes enfants. Donc ça me fait toujours un peu sourire, c'est parce qu'on n'est pas très nombreux et que c'est vrai que j'aime vraiment faire ce que je fais et que sans doute l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai beaucoup voyagé en France, j'ai beaucoup œuvré pour que le Yoga Nidra se fasse connaître et puis bah je pense et j'espère ne pas dire n'importe quoi et qu'il s'agit pas de moi, il s'agit des gens. Ce qui est beau dans cette pratique, c'est qu'il s'agit vraiment de chaque personne présente dans la pièce et que l'enjeu, c'est d'enseigner le moment présent, c'est pas d'enseigner une technique, c'est d'être suffisamment à l'aise pour improviser et avoir conscience de quoi ça parle cette pratique. Et je ne suis pas quelqu'un d'ésotérique du tout, mais elle parle de l'univers, des éléments qui nous composent, de nos histoires, de comment on peut vraiment être honnête vis-à-vis de soi et traverser différentes couches de soi pour aller mieux, pour aller bien et cohabiter bien avec les autres. Et finalement, c'est l'enjeu de tout à chacun de vivre sa vie pleinement. Et je pense que c'est un outil très précieux parce qu'il peut très rapidement devenir gratuit. Il n'y a pas besoin nécessairement d'un enseignant, d'aller dans un studio, etc. Et Dieu sait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès à ça ou à ces ressources. Et c'est quelque chose ouais, de passionnant dans le sens où, et c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est que plein de choses ne seront pas compréhensibles et ne seront pas rationnelles. Et ça tombe bien parce que c'est pas l'objet. Il s'agit pas d'être sur une pratique consciente, analytique, besogneuse, de classifier les choses dans des boîtes comme on aime le faire nous autres Français. C'est tout l'inverse. C'est se relier à justement tout ce qui est inexplicable et qui marche par écho. Donc pour moi, ce qui a beaucoup de valeur dans cette pratique, c'est qu'on peut en voir des effets par écho dans la vie quotidienne au fur et à mesure sans avoir à se questionner sur qu'est-ce qui s'est passé ou pas en fait. C'est pas la question. Et le yoga nidra, ça signifie littéralement le sommeil du yoga, mais j'ai vu que toi, tu préférais parler de yoga de l'éveil. Tout à fait. Alors, étymologiquement, c'est vrai, le mot nidra veut dire sommeil, mais en réalité, c'est pas un yoga léthargique où il ne se passe rien, ou un yoga où on ne ferait rien, ou un yoga où on dormirait, puisqu'à aucun moment c'est du sommeil. C'est là où il y a une grande confusion. On ne dort pas en yoga nidra. On est vraiment entre deux, on est dans une fenêtre de tir qui correspond en réalité à l'état hypnagogique ou hypnopompique, qui sont deux états bien spécifiques où on est en présence de deux strates de conscience, celle du moment présent et celle de ce qu'on est en train de vivre, puisqu'on peut vivre des choses du passé, du futur, du moment présent. Enfin, ces deux strates de temps, c'est une pratique, un état qui correspond à une dissociation. Alors, je ne parle pas ici de dissociation clinique, médicale, mais d'une dissociation corps-esprit très simple. C'est le corps est un endroit, on donne beaucoup de références au corps pour qu'il sache où il est, et en même temps, on revit des choses où on est dans un autre espace-temps. Donc ça a beaucoup de charme, hein, c'est très psychédélique, hein. Je pense que beaucoup de gens ont cherché à atteindre ce type d'éveil par l'opium, des drogues, l'alcool, plein de trucs, alors qu'en fait, on peut l'atteindre de manière très naturelle parce que c'est un état naturel. Ça nous appartient à tous, c'est un état naturel auquel on peut accéder sur commande. C'est-à-dire un état initial qui est notre état de base, c'est le bien-être, c'est pas le mal-être. Notre état initial, c'est le silence, c'est pas le bruit. Je le rappelle sans cesse, mais quand des gens vont dormir, par exemple, à la campagne, ils font oh là là, qu'est-ce que j'ai bien dormi, c'était silencieux et tout. Bah ouais, en fait, la base, c'est ça. C'est nous qui avons rajouté le bruit, les villes, l'activité. En fait, la réalité, c'est qu'on va tous crever et que, bon, bah, les journées sont assez répétitives, on les remplit de différentes choses pour se sentir exister, mais enfin, en fait, on existe sans faire beaucoup de choses, hein. Revenir à des choses très simples, en fait. En fait, on n'a pas vraiment le choix en réalité. Pour mieux vivre, il faut en faire moins. C'est un petit peu comme la médecine, hein. La médecine ne consiste pas à toujours prendre des médicaments pour aller mieux. Enfin, souvent, quand on va pas bien ou qu'on a un petit bobo, on se demande qu'est-ce qu'on va prendre. Mais en fait, souvent, ce qu'il faut, c'est enlever quelque chose, pas prendre quelque chose. Le Doliprane, c'est très bien, j'en prends beaucoup. En réalité, c'est juste ça masque quelque chose. Les corticoïdes, c'est super, hein, ça interrompt la réponse immunitaire du corps, donc on ressent plus ce qui se passe, donc forcément on va mieux. Mais c'est un masque, donc ça peut aider de temps en temps, hein. À nouveau, j'ai envie de dire bisous aux jeunes parents quand on n'a pas dormi de manière continue. Mais bon, c'est pas l'ordre des choses. Complètement. Et est-ce que tu peux peut-être expliquer comment se déroule une séance de yoga nidra pour que les gens visualisent un petit peu à quoi ça correspond?
Tout à fait. Alors, une séance de Yoga Nidra, déjà, n'a pas de durée fixe, hein, ça peut être très court comme très long, mais elle est toujours composée de 10 étapes très claires et distinctes qui permettent une forme d'accompagnement. Dans mon livre, je parle d'un voyage en avion comme analogie. Bah, l'idée, c'est vraiment d'abord, il y a des étapes de préparation, de s'ancrer dans le moment présent pour pouvoir tout simplement reconnaître où est-ce qu'on est, qui on est, ce qu'on fait. Et puis ça migre petit à petit vers parfois l'idée d'aller convoquer certaines ressources, de souhaits, de désirs, pour aller ensuite dans une forme de rotation de la conscience, donc qui n'est pas le scan corporel, qui est vraiment une terminologie propre à la méditation, pour ensuite nous amener sur un travail un petit peu de paire d'opposés, de visualisation, puis de revenir un petit peu sur un souhait. Et je dirais, dans tout ce protocole, de repousser les limites du rationnel, puisque souvent en Yoga Nidra, on va avoir des perceptions ou des choses qui ne sont pas rationnelles ou qui ne font pas sens mais qui font complètement partie de la pratique. Donc, de manière générale, ça se pratique dans un lieu fermé, avec des couvertures, très à l'aise. Ça ressemble un peu à une grosse pyjama party quand il y a du monde. Quelque chose de très plaisant, qui ne demande aucun effort, hein, autre que d'être en capacité d'entendre la voix de la personne qui parle. Donc, c'est d'une simplicité enfantine en réalité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de liens avec l'enfance, hein. Ça peut presque être assimilé à une forme de conte. Ou de lecture de conte, ou d'être dans l'idée de choses comme ça qui se révèlent. Donc c'est très simple, c'est très agréable. Pour ma part, le format que j'apprécie le plus, c'est 25, 30, 35 minutes, qui je trouve est un bon format pour faire passer la structure de 10 étapes. Donc en tout cas, pour que ça soit nommé et du Yoga Nidra, il est indispensable qu'il y ait bien les 10 étapes précises de la pratique, puisque à nouveau, on n'est pas censé deviner ou avoir des altérations de ce qui existe. À nouveau, je le répète, c'est censé être une pratique d'anticipation où on sait déjà ce qui va se passer, où on sait déjà ce qui va être dit. Et c'est ce qui va justement permettre de se détendre, parce que ce dont on a besoin, c'est de repères clairs et des choses qui nous permettent de nous détendre. Qu'est-ce qui nous permet de nous détendre? Bah, de savoir ce qui va avoir lieu. Alors, il y a toujours des gens qui vont dire, ah oui, mais bon, du coup, c'est ennuyeux. Je vais faire un parallèle avec une autre pratique de yoga auquel les gens reviennent beaucoup, qui est l'Ashtanga Yoga. En Ashtanga Yoga, on fait toujours les mêmes postures dans le même ordre avec la même respiration. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que le matériel ne change pas, mais nous, on change autour du matériel de la pratique. Et c'est là où il y a un pont évident pour moi entre le Yoga Nidra et l'Ashtanga Yoga, et ce pourquoi ce sont deux disciplines qui marchent très bien, c'est que ce sont des choses qui vont avoir des rituels très clairs. Donc pour moi, pour faire très simple et synthétique, le Yoga Nidra, sa force, c'est que c'est un rituel. Idéalement, c'est de pratiquer à la même heure, le même jour, au même espace pour que quelque chose se passe. Et quand tu parles des étapes, donc c'est d'abord, il va y avoir se recentrer sur différentes parties du corps, ensuite un petit peu se laisser aller, comme tu disais, avec ce fil conducteur de la voix de l'enseignant en fait qui nous accompagne dans ce voyage. Après, il y a aussi cette idée, mais ça c'est plus avec comment ça s'appelle déjà, quand on se basait sur les oppositions, où on va te dire par exemple du chaud, du froid, du noir, du blanc. Ça fait partie de ces 10 étapes aussi. Tout à fait. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les paires d'opposés, qui est l'étape 5 et qui est très importante puisque on vient vraiment travailler plusieurs aspects. Il y a l'équanimité, de pouvoir ne pas avoir à s'identifier aux sensations ou aux émotions que l'on nomme. Par exemple, de ne pas avoir à s'identifier à l'émotion joie ou l'émotion tristesse, mais pouvoir observer que ce sont des états passagers que l'on traverse et qui font partie de la vie humaine. Et puis, va y avoir parfois des paires d'opposés, notamment lorsqu'elles sont demandées à être ressenties ensemble, qui sont faites pour être une impossibilité, qui vont mettre en avant d'autres types de sensations, parce que la conscience rationnelle et raisonnée ne va pas pouvoir accomplir la tâche qui est demandée, si tant est qu'on l'entende, puisqu'on n'entend pas toujours tout dans un cours du Gaïra, ce qui est d'ailleurs bien. Donc oui, on vient travailler beaucoup de choses, l'équanimité, notre capacité à ne pas s'identifier, l'idée de pouvoir repousser des limites du rationnel et j'ai envie de dire augmenter sa réalité, puisque pour prendre un petit exemple que j'ai beaucoup travaillé, des femmes par exemple à qui on dit qu'elles ne pourront pas être enceintes, eh ben, on peut venir travailler très simplement l'idée de comment est-ce que ça serait que d'être enceinte, de ressentir le ventre arrondi, de se sentir changé, de se sentir lourd, de sentir le bébé bouger en soi, enfin, de ressentir des choses qui ne sont pas là concrètement. Mais en fait, de pouvoir ressentir des choses qui ne sont pas là nous permet, dans l'état conscient, de nous en rapprocher. C'est là où il y a à nouveau il y a un point de chute avec quelque chose qui nous est connu, qui est Émile Coué de la Châtaigneraie et la pensée positive, l'idée de pouvoir se répéter des choses pour qu'elles adviennent. Et en Yoga Nidra, il y a évidemment cette dimension-là. Oui, la fameuse méthode Coué, je suis pas malade, je suis pas malade, et puis au final, on n'est pas malade. Tout à fait. Et on a parlé, enfin, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, tout ce qui est méditation, tout ce qui est hypnose. Tu en parles beaucoup dans ton livre à expliquer les différences à la fois avec l'hypnose, à la fois avec la méditation. Est-ce que tu veux bien qu'on s'attarde un petit peu là-dessus pour que les gens se disent, bon, ok, est-ce que c'est de l'hypnose, est-ce que c'est de la méditation? Non, c'est pas ça, mais il y a quand même des similitudes avec les deux. Je vais essayer d'être synthétique et clair. Tout d'abord, avec l'hypnose, il y a évidemment des points communs très forts puisque la structure est identique. Alors après, on va toujours me dire par rapport à quelle hypnose. Si on prend la définition de l'hypnose de Michael Yapko, c'est vraiment les 10 étapes sont les mêmes.
Après, c'est très différent parce que on peut très bien faire du yoga nidra sans être dans une attente thérapeutique et surtout, il n'y a pas de contrat thérapeutique. Donc, il n'y a pas une monnaie d'échange. Enfin, je dis souvent en rigolant que la différence entre un cours de yoga nidra et une séance d'hypnose, c'est entre 70 et 100 euros. Et on n'est pas nécessairement dans une demande de quelque chose à résoudre et on n'a pas un thérapeute. Quelqu'un qui enseigne le yoga nidra n'est pas un thérapeute. C'est un facilitateur, un accompagnateur vers un état, mais c'est en aucun cas un médecin. Et donc, on n'est pas dans une demande de résoudre quelque chose. Et souvent, d'ailleurs, il y a quand même un nombre limité de séances en hypnose, là où en hydra, ça peut durer toute la vie et être illimité. Donc, si la structure est commune, le reste de l'accompagnement est très différent. C'est beaucoup moins dirigé, c'est beaucoup plus libre et les inductions hypnotiques sont beaucoup plus fréquentes et utilisées en yoga nidra. Pour la méditation, il y a certaines formes de yoga nidra qui se rapprochent très clairement de la méditation. Je pense notamment à l'Himalayan Institute, qui est un courant spécifique de yoga nidra qui pourrait être assimilé à une sorte de grande méditation allongée, et où d'ailleurs le but est quand même beaucoup plus de mieux respirer, d'être beaucoup plus présent dans son corps. Là où pour moi, il y a très souvent des différences très marquées par rapport à d'autres styles de méditation. Si on prend par exemple le MBSR, qui est très connu en France, le yoga nidra est très clairement l'antithèse de ça. Le MBSR est fait pour cultiver l'art de l'attention, d'être beaucoup plus présent, conscient de ce qui nous entoure, pour mieux l'intégrer dans nos vies. Là où le Yoga Nidra est fait pour contrôler son environnement, pour ne plus avoir à s'en soucier. Si je te donne un exemple très concret, en méditation pleine conscience, on pourrait être sur l'idée d'écouter le son d'un oiseau, quel oiseau, le type de son, à quelle distance il est de nous, d'être vraiment d'intégrer cet élément dans notre paysage mental. Là où en Yoga Nidra, on va être, est-ce que vous pouvez entendre le son de l'oiseau, pour simplement être au clair que notre oui fonctionne, qu'on est en capacité d'entendre cet oiseau pour ne plus avoir à l'entendre après. Donc c'est vraiment une procédure très différente. Il y a d'un côté une procédure de contrôle de son environnement en Yoga Nidra pour être au clair de qu'est-ce qui est là à l'intérieur de la pratique là maintenant tout de suite pour s'en séparer et s'intéresser à des choses à l'intérieur de nous qui n'ont pas forcément lieu là maintenant tout de suite. Là où en méditation, on va être de manière générale, je dis bien méditation pleine conscience hein, pour isoler d'autres types de méditation, puisque bon, méditation pleine conscience, rien à voir avec les méditations Loving and Kindness ou Zen, etc. On va être dans quelque chose, ouais, vraiment de l'ordre de l'introspection des sens. Et d'ailleurs, le Yoga Nidra est essentiellement un travail du Pratyahara, qui est le cinquième membre du yoga, qui correspond au retrait des sens les uns après les autres. Et de fait, c'est ce qu'on fait, puisqu'en Yoga Nidra, on va rester que sur le sens de l'ouïe. On convoque les autres sens pour ne plus avoir à s'en soucier. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ton livre, tu expliques que, encore une fois, on revient sur cette idée du voyage, que l'esprit va voyager entre plusieurs phases, plusieurs états de conscience. Parce que pour ma part, j'avais essayé déjà du yoga nidra il y a 5-6 ans lors d'une retraite et j'en étais ressortie en me disant bon bah en fait j'ai l'impression d'avoir fait une sieste, je me rappelle de rien, j'ai juste l'impression d'avoir dormi. Et là du coup ces dernières semaines j'ai refait quelques séances et ce que j'ai fait, alors je sais pas si c'est une bonne idée, mais en fait j'ai d'abord fait une micro-sieste parce que j'en avais besoin et me dire voilà là je dors vraiment, et après j'ai enchaîné avec une séance de yoga nidra et là j'ai vraiment perçu la différence et j'étais un peu plus consciente de ce qui se passait, cet état vraiment où on sent que ça part un petit peu, je suis un peu en train de m'endormir, mais en même temps je suis conscient de ce qui est en train de se passer. Enfin, voilà, comme tu dis, j'avais l'impression que c'était vraiment un voyage, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté où j'ai des sortes de messages qui me sont venus alors que je n'avais rien demandé, et c'était assez bluffant parce que c'est des thématiques sur lesquelles je suis en train de bosser de mon côté en ce moment, et c'était très clair. Et je suis sortie de la séance, je me suis dit, bon, bah, j'ai l'impression effectivement d'avoir voyagé dans plein d'endroits, j'ai des messages qui ont été très clairs, et j'ai l'impression en fait que c'est un peu ma conscience qui est venue me dire tiens, au fait, tu cherches une réponse pour ça, bah la voilà. Et il fallait juste en fait que j'écoute ce qui se passait en moi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être des retours que tu as eu des élèves qui te disaient justement, bah en fait, moi j'ai rien senti, j'ai l'impression d'avoir fait juste un gros dodo, comme tu parlais tout à l'heure des enfants, que c'était la sieste. Il y a beaucoup de retours divers et variés, mais la problématique reste toujours la même. Pour que le Yoga Nidra puisse être efficace, entre parenthèses, il faut qu'il soit répété. Le Yoga Nidra, c'est pas fait pour être une pratique en one shot comme ça, par-ci par-là. Le principe, c'est d'avoir vraiment une relation, un lien avec une pratique et de la répéter pour qu'il y ait une facilité pour rentrer dans l'état et donc avoir ce type de message ou ce type de sensation. Sinon, on reste dans un état de vigilance et d'alerte qui est complètement contre-productif, où on est beaucoup à écouter ce qui va être dit en se disant que la force du truc va être sur un mot ou sur quelque chose qui se passe. C'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Et c'est ce qui explicite pourquoi c'est vraiment pas bon de faire des scripts, c'est vraiment pas bon de vouloir maîtriser, contrôler l'environnement. Le but du jeu, et c'est pour ça que j'enregistre tout ce que je fais et que je le donne toujours aux élèves, c'est pour qu'ils puissent repratiquer, pour qu'il y ait une trace, pour qu'il y ait un lien.
Sinon, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est là où ça devient juste, ah bah j'ai un peu dormi, ou c'était un peu un dodo, c'était agréable, mais où il se passe pas grand-chose. Le vrai effet du yoga nidra, c'est dans sa répétition, dans sa ritualisation et le fait d'être dans quelque chose d'un peu répété. Un petit peu comme si, à nouveau, si je fais le parallèle, c'est comme si on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose en Ashtanga Yoga en pratiquant une fois comme ça. Bah non. Faut qu'il y ait un lien, faut qu'il y ait une réutilisation. En revanche, par rapport à ce que tu dis, bien sûr, on peut tout à fait préparer le Yoga Nidra en faisant une micro-sieste avant. Tout, tout peut se faire avant. En fait, c'est une pratique très libre, on fait ce qu'on veut. On peut chanter, on peut faire du pranayama, on peut faire de la natation, peu importe. Ce qui compte, c'est en tout cas d'être dans un état de disponibilité. Et pour être disponible, pour être pleinement disponible, eh ben, c'est mieux de savoir ce qui va être dit pour être rassuré et être dans quelque chose qui a été déjà fait. Donc la problématique souvent, c'est que oui, bien sûr, il y a des gens qui disent ah bah j'ai rien ressenti ou souvent d'ailleurs c'est drôle, les gens qui disent j'ai rien ressenti ou j'ai tout entendu, en fait quand je fais la synthèse de ce que j'ai pu expliquer et dire, bah, en fait on se rend compte qu'ils ont pas du tout entendu. Il y a un peu deux typologies de gens. Il y a ceux qui écoutent tout et du coup sont stressés et ceux qui sont stressés parce qu'ils n'ont rien entendu. Mais en fait, souvent, c'est bien de rien entendre, c'est pas un problème puisque la pratique n'est pas destinée à une écoute consciente, raisonnée. C'est au contraire fait pour tout ce qui n'entend pas. Et à nouveau, pour rassurer tout le monde, quoi que vous entendiez, de toute façon, ce qui compte, c'est que vous êtes là. Quand vous faites la pratique, vous êtes là. Donc que vous entendiez ou pas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous soyez là et effectivement, les messages parviennent au moment où ils doivent parvenir. Alors des fois, c'est tout de suite après la séance et c'est très gratifiant. Des fois, c'est plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le corps, dans son ensemble, c'est très positif parce que c'est un moment d'homéostasie du corps, de vrai repos. Le tonus musculaire est très faible en yoga nidra, faut le savoir. Et c'est quelque chose, voilà, qui n'est pas une. Et c'est ce qui me plaît beaucoup, hein. D'ailleurs, ça peut être un peu un point qui nous mène vers la conclusion. Mais ce que je trouve très beau dans cette pratique, c'est que c'est pas une pratique qui est pensée pour qu'on obtienne quelque chose. C'est juste le plaisir d'être et de ne rien faire. Et de se relier bah, à ce qui se trouve là, à comment on est, et avec les choses positives et négatives. Parce que les pratiques de Yoga Nidra peuvent être négatives, peuvent être difficiles. On peut vivre des choses pas cool du tout. Mais ça a une fonction, hein, se sentir mal dans la vie. C'est important de se sentir mal. C'est important de se sentir en colère. C'est important de pleurer. Ce sont juste des émotions de la vie humaine. Et ce qui est compliqué, c'est que beaucoup d'entre nous, on répresse, on est dans le déni, on veut contrôler, on veut pas se sentir mal, alors pour plein de raisons. Mais c'est hyper important de se sentir mal. C'est des indicateurs forts et clairs. Et moi, je promeus le fait que ça se passe mal. Alors, des fois, les gens ne me comprennent pas parce qu'on me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je suis pas venu pour ça. Mais oui, mais ça me fait penser à un truc que j'ai lu chez quelqu'un. La vie commence là où la vie, c'est ce qui se passe quand on avait prévu quelque chose et qu'on ne peut pas le faire. Bah ouais, c'est ça, hein. On avait prévu, on voulait, et puis bah, c'est pas ce qui se passe, hein. Et la grande force de l'être humain, c'est sa capacité de s'adapter. Et je pense qu'on peut s'adapter mieux en étant plus au clair de qui on est et comment on fonctionne. Et c'est ce qui me semble se passer en Yoga Nidra. Si tant est qu'on soit bien dans l'idée qu'on répète la pratique et pas qu'on soit sur un truc un peu, comme malheureusement je vois parfois, sur un truc un peu délirant, égotique, très complexe, très écrit. Mais en fait, ça sert à rien. C'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de choses extrêmement simples parce que cette pratique, et Uma Dinsmore Tully le dit très bien, c'est une pratique de bienvenue. Et je pense que, à nouveau, pour rebondir sur mon livre, c'est pas mon livre d'ailleurs, parce que c'est quand même un livre coécrit avec Luc Bieck qui a réalisé un travail remarquable et je l'en remercie à chaque fois, notamment de sources, etc. Puis bon, ouais, il s'est formé avec moi, c'est un pratiquant, maintenant il enseigne souvent aussi. Bon, c'est quand même d'être au clair, de pas raconter n'importe quoi aux gens, quoi. Il s'agit d'être, voilà, de prendre le temps, d'étudier. Pour citer Kant, tout ce qui est beau est rare et difficile. Souvent, tout ce qui est beau est rare et difficile, et ça demande, quand je dis rare et difficile, hein, ça s'oppose pas à la simplicité de la vie, mais ça requiert quand même d'être dans un état de disponibilité, d'émerveillement que l'on n'a pas, que l'on n'a plus aujourd'hui. Même chose, Fabrice Midal en parlait très bien dans une vidéo qu'il a postée récemment. Ça demande un travail d'enlever des couches, d'enlever des choses, d'oser être à nu. Et pour moi, le Yoga Nidra, c'est comme une mise à nu en toute sécurité, en toute confiance. Et un gros lâcher-prise. Ah bah ouais, un gros lâcher prise, mais bon, ça s'apprend, hein. Sinon, si c'était si simple, hein, on viendrait pas à ce genre de pratique. Et justement, je mettrai les références de ce livre où tu détailles bien tous les bénéfices de cette pratique, tu expliques mieux, bah, peut-être justement pour rassurer les gens de comment ça se déroule, d'où ça vient. Beaucoup de témoignages aussi, ça j'ai bien aimé, où t'as des témoignages de plusieurs personnes qui expliquent bah, ce que ça a procuré pour eux dans leur pratique, dans leur vie, ce qu'ils ont pu mettre en place par la suite. Donc vraiment, je mettrai les références de ce livre. Et pour conclure peut-être, moi en fait à la fin de la lecture de ce livre, je me suis dit mais pourquoi tout le monde ne fait pas du yoga nidra en fait, tellement c'est plein de bénéfices, tellement c'est simple, pratique à mettre en place, ça prend pas de temps et ça nous apporterait tellement. Est-ce que tu sais pourquoi les gens ne prennent pas le temps de plus le faire en fait? Alors déjà, très prosaïquement, ça reste quand même une pratique de niche, c'est pas très connu.
Et puis, deuxièmement, on est nombreux à trouver ça très dangereux de se mettre en relation avec qui on est vraiment, parce qu'on apprend des choses qu'on n'a pas envie de savoir. Donc, c'est quand même une démarche particulière hein, que de travailler sur soi dans le sens profond de ce que veut dire le développement personnel. Je ne parle pas de tous ces gens qui citent Carl Jung sans l'avoir lu, mais d'être dans quelque chose d'authentique qui, effectivement, implique de prendre des risques. C'est risqué de se connaître. C'est difficile. Comme le dit l'adage, hein, c'est quand même plus facile d'être un imbécile. Hein. Les imbéciles heureux, c'est bien. Hein. Des fois, d'être dans le vécu des choses et de se rapprocher de son histoire, c'est pas fun, hein. C'est là où, pour conclure, j'ai envie de dire, le yoga et donc le yoga nidra n'est pas une pratique de bien-être. C'est une pratique d'expansion de conscience et de connaissance de soi. Et franchement, des fois, on n'a pas envie de savoir. Mais bon, la réalité nous rattrape, hein. C'est comme les schémas, les petits trucs, les petites choses qu'on fait, hein. Souvent, si on tombe toujours sur les mêmes personnes ou qu'on fait toujours les mêmes conneries dans nos couples ou dans notre famille, c'est pas pour rien, hein. Mais au moins, c'est peut-être pas facile, mais ça nous permet d'avancer, quoi. Il y a des schémas à déconstruire, il y a beaucoup de choses à revoir, mais en tout cas, c'est une pratique très précieuse et bon, voilà, moi j'adore, hein. Je pense que je suis un grand enthousiaste de la question, c'est pour ça que je vais un peu partout pour le promouvoir. Par chance, bon, bah, ça fonctionne bien pour moi sur ce plan-là parce que bah, je pense que j'ai vécu et compris des choses par rapport à cette pratique et que j'aime transmettre ça. Et puis après, chacun est libre, quoi. Moi, je ne suis pas là pour enfermer les gens dans un quelconque dogme et c'est ce qui, à ce jour, me semble important. Et j'espère vraiment que ça va. Tu dis que c'est voilà, que c'est assez niche, mais j'espère que ça va se développer et que bah voilà, ne serait-ce que les auditeurs et auditrices, peut-être ils se diront bon bah je vais essayer et je mettrai les ressources aussi sur. Tu en parlais tout à l'heure de ton site. Il y a tellement de ressources en fait pour le yoga nidra. Donc si vous avez écouté le podcast juste au bout, pas d'excuses, il y a plein de ressources, il y a différents temps, si vous avez 10, 15, 20, 25 minutes, il y a vraiment de quoi faire et je pense que si on peut retenir ton conseil, c'est effectivement pas de se dire bon bah j'essaye juste une fois, ça fait rien pour moi et je laisse tomber, non non, à essayer plusieurs fois. Tout à fait. Bon, encore merci pour cet échange, c'était top, c'est passé super vite et à très bientôt j'espère. Bah, à très bientôt, bah, merci pour tout ça et puis bah, on reste en contact. Complètement, à bientôt. Salut. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a permis de vous évader, de voyager et que ça vous a peut-être donné aussi des pistes et des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Votre soutien est précieux, alors si ce podcast vous plaît, je compte sur vous. N'hésitez pas à le partager, laisser des commentaires et pourquoi pas 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram Good Visa Podcast. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques secondes et pourtant ça m'aide tellement. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et c'est tellement gratifiant de lire vos retours sur les épisodes qui vous ont plu. Alors du fond du cœur, merci pour tout et à bientôt.